La première question est posée à M. Ouattara Alassane. Qu'est-ce qui motive votre candidature à l'élection présidentielle? Je vous remercie, mes chers compatriotes. J'ai décidé d'accepter la candidature de mon parti pour rendre service à mon pays. Oui, je considère que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils, et surtout en période de crise. Et j'ai une expérience non seulement de la gestion de l'État dans mon pays, également dans la sous-région, mais dans le monde entier. Quand on a des difficultés dans son pays, on doit... Alors, je voudrais ajouter que, évidemment, cette élection est importante. Parce que, d'abord, ce débat que j'ai avec mon frère Laurent Gbagbo, c'est la première fois que nous avons un débat entre deux candidats, puisqu'il y a un deuxième tour. Et le premier tour s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il y a eu des élections apaisées. Bien entendu, nous avons déploré quelques irrégularités, mais cela n'entame en rien, je crois, la force de paix de nos compatriotes. Et moi, je voudrais dire à mes compatriotes ce soir que ce débat est une très bonne chose, parce que chacun de nous pourra dire à nos compatriotes ce que nous voulons faire pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et j'ajoute que le taux de participation, qui a été très élevé, 84% littéralement, qui n'a été vu nulle part dans le monde, est vraiment la confirmation du désir de paix par les urnes, par les Ivoiriens. C'est également, à mon sens, un signal d'un besoin de changement par les Ivoiriens. Donc je voudrais dire que je suis heureux de participer à ce débat. Je suis donc reconnaissant que mes compatriotes me donnent l'opportunité de participer au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et je souhaite aussi que ce deuxième tour soit apaisé. Les informations que nous avons ici et là sont alarmantes. Mais personnellement, je fais confiance aux Ivoiriens. Je sais qu'au finish, ces élections seront apaisées, comme l'a été le premier tour de l'élection. Je souhaite donc à mon frère que nous ayons un débat courtois, bien sûr, c'est ce que vous avez souhaité, et que nous puissions dire aux Ivoiriens ce que nous proposons pour sortir la Côte d'Ivoire des difficultés. Je vous remercie. Monsieur Laurent Gbagbo. Merci. Et je voudrais aussi remercier le Premier ministre, Alassane Ouattara, pour sa présence sur ce terrain et le féliciter. Mais avant de commencer, j'aimerais que toute la Côte d'Ivoire observe une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de toutes ces crises qui ont commencé en 1999 et de tous ceux qui sont morts mutilés. J'aimerais que chacun, dans son foyer, devant son poste de télévision, se lève et observe une minute de silence. Monsieur le journaliste, je peux maintenant reprendre. Allez-y. Oui, oui. Il vous reste 2 minutes. Voilà, c'est ça, j'ai vu. Je suis candidat parce que c'est l'aboutissement d'une longue lutte. J'ai commencé à militer quand j'avais 18 ans. J'étais dans les syndicats d'élèves avec les Odori Koudoupol, les Abi Blaise. J'étais dans les syndicats d'étudiants avec les Yégué Madi Alphonse, Ewi Bernard. J'étais dans les syndicats d'enseignants du secondaire avec les Angèle Nyonsoa, Guénou Kobina. J'étais dans les syndicats de la recherche. Aujourd'hui, nous avons créé un parti politique, le FPI. Nous nous sommes battus pour que le multipartisme arrive. Il est arrivé. Nous nous sommes battus pour que la démocratie arrive. Elle est arrivée. Nous nous sommes battus pour que l'alternance arrive. Elle est arrivée. Et donc c'est dans la continuation de tout ce combat que je suis candidat. Pour apporter un mieux-être à mes compatriotes, pour mettre surtout définitivement fin à cette crise.
Parce que cette élection, elle est importante. Elle est importante. Non pas seulement parce qu'il faudra choisir un président, mais surtout parce qu'il faudra mettre fin définitivement à la succession de coups d'État, à la succession de guerres civiles, à la succession de crises. Donc c'est pourquoi je suis candidat aussi, pour mettre fin à tout ça. Voilà. Très bien. Alors, le premier tour du scrutin a eu lieu le 31 octobre 2010 dans des conditions jugées satisfaisantes. Comment jugez-vous l'atmosphère du second tour et dans quel état d'esprit vous l'abordez, M. Babou? Mais je suis un peu désolé parce que je vois que des dérapages se dessinent. Aujourd'hui même à Daloa, la gendarmerie m'a signalé qu'on a arrêté 21 personnes. On a arrêté des camions pleins de cartouches. Et c'est malheureux, on a arrêté des sacs pleins de machettes. Je n'accuse pas quelqu'un encore sur ce point, mais je veux dire que cette atmosphère-là n'est pas bonne. Et j'ai dû prendre des mesures. J'ai dû prendre des mesures et certaines de ces mesures seront annoncées demain. Première mesure, j'ai décidé de réquisitionner les fancy qui généralement sont en troisième position pour la sécurité, pour le maintien de l'ordre. J'ai dû les réquisitionner pour qu'on les déploie pour augmenter le nombre des gendarmes et des policiers qui ont en charge la sécurité ordinaire. Demain, je signerai un autre décret pour instaurer le couvre-feu à partir du dimanche. C'est-à-dire, il faut que les élections aient lieu, mais il faut que à partir de 22 heures, le temps que les urnes soient revenues, qu'il y ait le couvre-feu pour que les rues soient libres et que les policiers et les gendarmes patrouillent. Donc, pour tout vous dire, j'ai une inquiétude. Quand je regarde l'atmosphère, quand j'écoute certaines personnes parler, j'ai une inquiétude. Mais nous prenons des dispositions et je crois que ça va aller. Mais il faut que les Ivoiriens se rassurent. Nous sommes assez mûrs, tous, nous sommes assez mûrs pour faire en sorte que le dérapage n'ait pas lieu. Ce ne serait pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ce serait bon pour aucun des acteurs politiques. Ce serait pas bon pour l'Afrique même. Donc, moi, dans la situation où je suis obligé de prendre des mesures. Je suis obligé de prendre des mesures pour rassurer. Donc, je rassure les Ivoiriens que c'est vrai, il y a beaucoup de bruit. C'est vrai, il y a beaucoup de tintamarre. Mais je vous rassure que toutes les dispositions seront prises pour que nul n'en ignore. Toutes les dispositions seront prises pour que cette élection puisse se terminer avec le sourire aux lèvres. M. Ouattara, oui. La même question. Comment jugez-vous l'atmosphère de ce second tour oui. et dans quel état d'esprit vous l'abordez? Oui, d'abord, moi, je l'aborde dans un état d'esprit très positif. Je pense que je m'y attendais. Nos compatriotes ont fait preuve de maturité, de sérénité. Le premier tour s'est déroulé dans de bonnes conditions. Et au plus profond de moi-même, je pense que le deuxième tour également va se passer dans de bonnes conditions. Parce que je fais confiance aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de paix, n'eût été ces années de crise que nous avons vécues. Et il faut faire en sorte que nous sortions définitivement de cette crise par des élections apaisées. Alors, cela étant dit, moi, je condamne les violences que nous avons, qui ont été portées à notre connaissance ces derniers jours. Que ce soit à Daloa, Laurent en parlait, que ce soit à Lakota, que ce soit à Abidjan même. Le siège quand même du RHDP a été attaqué. Enfin bref, je ne voudrais pas revenir sur des choses qui peuvent créer de l'animosité. Mais je dis qu'il est important et je regarde tous mes compatriotes droit dans les yeux. Je vais vous dire, chers compatriotes, la violence ne mène nulle part. Donc je demande qu'il soit mis fin à ces violences. Et je considère que des mesures qui sont prises sont bonnes.
Bien sûr, je ne souhaite pas que l'armée intervienne à aucun moment, puisque l'élection sera apaisée. Les forces de gendarmerie et de police sont les forces de maintien de l'ordre, et ce sont elles qui doivent assurer la sécurité des Ivoiriens et le faire partout sur le territoire national par rapport aux accords qui ont été mis en place avec le centre de commandement intégré. Alors, Laurent Gbagbo me dit qu'il a décidé d'instaurer un couvre-feu à 22 h. Je pense que par courtoisie, Laurent, tu aurais pu me passer un coup de fil. Nous sommes quand même 2 candidats à 3 jours des élections. C'est une question de bonnes relations que nous avons. Bon, on aurait pu en discuter parce que le couvre-feu dramatise les choses. On aura le sentiment qu'il y a péril devant nous. Ce sont des incidents importants, désolables, enfin, que je condamne, mais qui sont localisés. Alors, prendre un couvre-feu pour cela donne un message qu'il y a danger, et je n'aimerais pas qu'on ait cette perception. Mais ceci étant, la décision a été prise, et je voudrais surtout dire à tous nos compatriotes que ces élections doivent être des élections apaisées. Et moi, je les rassure que j'ai dit à mes militants, aux sympathisants, à tous ceux du RHDP qui me soutiennent, que nous devons aller à des élections apaisées. Pas de violence, ne répondez pas aux provocations. Nous allons année des crises. Quel est votre diagnostic du climat sociopolitique, des relations intercommunautaires et des rapports entre le citoyen et le pouvoir? C'est M. Ouattara. Oui. Je vous remercie. Ces années de crise ont été terribles pour la Côte d'Ivoire. Et il faut en sortir. Et en sortir par des élections. J'ai personnellement déploré que le pays se soit trouvé dans une situation où la division s'est installée pendant quelque temps. Cette division a créé toutes les crises successives que nous connaissons. Mais ceci étant, je pense que ça c'est du passé. Moi j'aimerais me tourner vers l'avenir et dire que nous connaissons les causes de cette crise. Et certaines ont été réparées. Ça a été réparé par nous-mêmes, parce que nous avons eu le Forum de réconciliation nationale qui avait pris des décisions importantes. Bon, toutes n'ont pas été appliquées, mais c'était un premier pas. Et ensuite, nous nous sommes réunis entre nous. Nous nous sommes réunis à l'issue donc des difficultés qui ont conduit à Marcoussis, à Accra, et maintenant avec l'accord de Ouagadougou. Alors tout cela fait qu'il y a une évolution positive des relations entre les leaders politiques. Mais c'est aux Ivoiriens que nous devons parler et dire à nos compatriotes que la Côte d'Ivoire est notre patrie à tous. Elle nous est très chère, nous devons tout faire pour la préserver. Et nous devons tout sacrifier pour elle et pour les Ivoiriens. Et donc je considère que cette élection nous permettra de sortir définitivement de cette crise et surtout que si elles sont apaisées comme je le souhaite, à l'issue des élections, le vaincu pourra féliciter le vainqueur et on aura par la suite des élections législatives, des élections municipales, des élections de conseils généraux. Tout cela va renforcer donc la démocratie. Alors la démocratie ne peut pas aller seule sans la paix sociale. La Côte d'Ivoire a connu des difficultés économiques importantes. Nous aurons l'occasion de parler de l'économie tout à l'heure. Ceci aussi crée des fractures, parce que, vous savez, une économie, c'est un gâteau qu'il faut partager, et quelquefois, il y en a qui sont plus gourmands que d'autres. Et l'utilisation donc de ce gâteau pose problème. Alors il faut que la politique économique que nous allons mener soit une politique sociale, une politique qui va tenir compte des plus défavorisés et qui fera en sorte que les ambitions des uns et des autres trouveront donc satisfaction. La cohésion sociale est importante, la gestion économique est importante et la sécurisation du pays également. Nous devons en tirer des leçons pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord,
en 1999, septembre 1999. Il dit, je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera. Ce ne sont pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Oudjéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Niagami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de crise. Nous sommes en train de sortir de la crise. M. Ouattara a fait une analyse, vous également. Dans cette émission, nous espérons que vous aurez l'occasion de nous dire quelles sont vos recettes pour que véritablement la Côte d'Ivoire aille définitivement à la paix. Le 28 novembre, M. Laurent Gbagbo, M. Ouattara, l'un de vous sera élu président de la République pour 5 ans. Quelle est votre conception de l'État et du pouvoir? Vous d'abord, M. Laurent Gbagbo. Nous avons hérité d'un État fort. Nous avons hérité d'un État fort. Mais qui évidemment était appuyé sur le parti unique que je condamne. Et je ne veux pas revenir. Parce qu'il me semble que souvent, certains Ivoiriens font comme si le parti unique c'était le paradis. Ce n'était pas le paradis, le parti unique. Mais nous avons une constitution. C'est un régime présidentiel. Au moment de la discussion de cette constitution, sous la transition, mes amis et moi, nous avions proposé un régime parlementaire. Mais nous avions été battus. Tous les autres, tous ceux qui participaient comme nous à la discussion sur la constitution, ont proposé un régime présidentiel avec Premier ministre. Avec un Premier ministre qui était véritablement l'animateur de l'équipe gouvernementale. C'est ce que nous avons adopté. Je crois que le régime lui-même n'est pas mauvais, mais ce sont les circonstances qui font que ce régime peut être ou trop fort si celui qui le dirige a des tendances dictatoriales, on l'a vu dans certains pays, ou trop faible si celui qui le dirige n'a pas assez de poigne. Donc, je n'ai pas de... Pour le moment, je ne pense pas qu'il faille changer la nature du régime qui est là. Mais il faut souligner le caractère social de la République. Nous sommes en République et nous sommes dans une République sociale. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que les plus faibles ne soient pas écrasés. Il faut veiller à ce que les plus puissants ne soient pas arrogants et pleins de morgue pour toujours gagner plus et pour laisser toujours plus de miettes aux autres.
C'est ça. Et je crois que c'est cet ordre-là qui peut garantir la prospérité. Il faut donc la démocratie. Non, il faut d'abord conserver le caractère républicain du régime. Il faut garder le régime présidentiel. Il faut garder le caractère social de la République. Et puis créer les conditions de paix pour que les investisseurs viennent et que les investisseurs locaux même investissent et ne soient pas tentés d'aller investir ailleurs. Donc voilà ce que je souhaite. Monsieur Ouattara, j'imagine que vous voulez apporter des précisions à l'interpellation de M. Laurent Gbagbo. Je rappelle que vous avez 3 minutes pour le faire. N'oubliez pas que vous devez répondre à la question que j'ai posée. Bien sûr, bien sûr. Non, mais écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors donc, prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là, on a fait un coup d'État, je trouve tout de même on devrait essayer d'aller plus loin. Alors, parlant de ce fameux coup d'État, tout de même, le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi, j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Lida Kwasi, était même le conseiller militaire et de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. Donc vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force. C'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Bref, donc je ne vais pas revenir sur ces passés. Il vous reste 50 secondes. Voilà, je sais qu'il reste 50 secondes. Alors, quant à votre question concernant la conception du pouvoir, pour moi, le pouvoir doit être un pouvoir démocratique. Les institutions doivent être incarnées par des personnes responsables et qui prennent des décisions, même si elles sont difficiles. Je suis pour le régime parlementaire, mais pas de manière complète. Le régime présidentiel que nous avons aujourd'hui, à la sortie de crise, est un bon régime. Je proposerai des modifications en temps opportun pour créer un Sénat, pour que la magistrature soit présidée par les magistrats. Je veux la séparation des pouvoirs, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. J'aurai l'occasion d'en parler. Très bien, vous pouvez continuer parce que c'est votre tour de parole encore. Vous avez déjà anticipé sur la prochaine question, les réformes institutionnelles, constitutionnelles, si vous êtes élu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous développer ça? Très bien, vous pouvez continuer parce que c'est votre tour de parole encore. Vous avez déjà anticipé sur la prochaine question, les réformes institutionnelles, constitutionnelles, si vous êtes élu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous développer cette idée? Vous avez 3 minutes. Oui, écoutez, je trouve que quand un pays sort de crise, c'est mon expérience de la gestion que j'ai eue ailleurs sur les questions de crise. Je m'occupais des pays comme le Kosovo et autres quand il y a eu ces grandes crises. Et il faut un régime fort au départ. Donc le régime présidentiel, nous devons le maintenir pour une partie de la durée du mandat. À partir de là, il faut des accommodations. Peut-être il faut une assemblée qui ait plus de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée n'a quasiment aucun pouvoir. Le Premier ministre, par exemple, est nommé par le chef de l'État et par la volonté du chef de l'État. Et il peut être à tout moment démis de ses fonctions. Il n'a pas une base parlementaire réelle.
Première modification. Deuxième modification, il faut un Sénat des hommes d'expérience, des hommes et des femmes d'expérience pour que tout ce qui peut aller de manière définitive comme loi puisse bénéficier de l'expérience de ceux qui ont déjà géré la nation à des niveaux divers et surtout à des niveaux élevés, que ce soit dans le système judiciaire ou dans le système de l'exécutif. Et troisièmement, je suis pour la séparation des pouvoirs. Il n'est pas normal dans notre pays, ce n'est pas la faute à Laurent Gbagbo, que nous soyons dans une situation où le chef de l'État est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons hérité cela de la France, mais il faut que nous soyons dans une situation où nous avons donc le pouvoir exécutif avec le chef de l'État, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Vous voyez, aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis est un organe qui a une responsabilité reconnue par tous, parce qu'elle est crédible et parce qu'elle est également indépendante. C'est ce dont je rêve pour mon pays. Alors maintenant, il faut aller au-delà pour les réformes institutionnelles et autres. Il faut véritablement appliquer l'état de droit. Parce que l'état de droit n'est pas véritablement appliqué. Il y a des paroles, il y a des décrets, mais ce n'est pas le cas. Il faut faire en sorte que la liberté de la presse, la liberté d'expression, comme le disent les Américains, est la première des libertés. La liberté de la presse n'est pas respectée en Côte d'Ivoire de manière totale, en tout cas comme moi je l'aurais souhaité. Donc il y a des réformes institutionnelles importantes à faire. Je pourrais parler éventuellement des questions de décentralisation, mais ceci prendrait un peu trop de temps. Donc je vais vous dire que des réformes profondes sont nécessaires. Il faut que ce soit fait avec des gens d'expérience, que ce ne soit pas tout simplement un groupe de personnes, mais des personnes respectées et dont la voix et les écrits convaincront les Ivoiriens. Je vous remercie. Monsieur Laurent Gbagbo, si vous êtes élu demain, est-ce que vous envisagez des réformes institutionnelles et constitutionnelles pour répondre aux nombreuses critiques formulées par certains Ivoiriens pendant cette campagne? Naturellement, je vais répondre, mais je vais d'abord soulever un pan dans ce... C'est dans vos 3 minutes. Il a dit que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Je regrette, mais il faudra qu'on mette ça en application au cours de cette élection-ci. Il ne faut pas que un candidat se proclame vainqueur. Les résultats sont de la commission électorale. Et après, elles sont confirmées ou non par le Conseil constitutionnel. En 2000, d'après la commission électorale, j'ai été élu avec 59% des voix. Mon adversaire qui s'est proclamé élu, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Il faut que la commission électorale, nous la laissons libre de travailler et nous la laissons proclamer les résultats. Après, le Conseil constitutionnel viendra. Donc, ça, je voulais dire ça. Mais, vous voyez que sur beaucoup de points, on est d'accord. Sur le Sénat, pour ceux qui ont lu mon ouvrage, j'ai marqué dedans que nous allons créer un Sénat. Je suis content que le Premier ministre soit maintenant d'accord avec moi. Parce qu'au début, ce n'était pas tout à fait évident, mais je suis d'accord. La séparation des pouvoirs, il le faut. Il le faut. Mais voyez-vous, nous avons dans la Constitution des instances judiciaires à créer. La Cour de cassation, nous avons quelques institutions, la Haute Cour de justice, qui n'ont pas été créées, faute de majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. J'espère que, comme les 2 candidats qui restent en liste pour le 2e tour sont d'accord pour la séparation des pouvoirs, j'espère que nous allons, après cette élection, voter ces lois organiques et puis mettre en place là. Sur la liberté de la presse, il a raison. Il n'y a jamais une liberté de la presse totale en période de guerre. Or, nous sommes en période de guerre. Et ces élections sont faites pour nous sortir de la guerre. Mais, quand même, contrairement à tous les autres États africains, j'ai pris une loi interdisant aux magistrats
de condamner les journalistes à une peine privative de liberté. Ça, quand même, c'est une chose qu'on doit connaître. Et j'attendais de la part du Premier ministre qu'il reconnaisse cela au moins, parce que c'est un fait évident, avéré. Il ne l'a pas fait, je le regrette, mais bon. Il reste 4 secondes. Oui. Donc, j'ai été élu selon... Très bien. Alors, vous avez parlé de la justice. J'aimerais qu'on s'y attarde encore un peu. La justice, on le sait, c'est le pilier de la nation. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 9 tribunaux et 500 magistrats pour 20 millions d'habitants, ce qui donne un ratio de 1 tribunal pour 2 millions d'habitants et 1 magistrat pour 40 000 habitants. Alors, quel plan de réforme comptez-vous mettre sur pied pour un fonctionnement efficient de la justice en Côte d'Ivoire? Vous me posez la question. D'accord, merci. La justice va mal. La justice n'est pas en bonne santé. Dire le contraire, ce serait se moquer des Ivoiriens. Voilà. Mais j'ai dit aussi que ce n'est pas dans les périodes de troubles comme celle-ci qu'on fait les réformes de ce genre. Parce qu'une réforme de la justice est une réforme fondamentale. Mes amis travaillent dessus. Mes amis travaillent sur cette réforme. Il faut d'abord faire en sorte que les juridictions épousent le contour des entités décentralisées. On va créer des régions. Je souhaite qu'il y en ait 10. Le ministre de l'Intérieur m'en propose 11 ou au maximum 12. Il faut que dans chaque région, il y ait au moins une cour d'appel. Il faut que dans chaque région, il y ait au moins une cour d'appel. Et qu'à partir de cette cour d'appel... Il y en a 3 aujourd'hui. Hein? Oui, il n'y en a que 3. Mais il faut faire en sorte que dans chaque région, il y ait une cour d'appel. Le Premier ministre a dit une chose qui est juste. J'ai assisté par curiosité à 1 ou 2 réunions du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne savais pas bien ce que je faisais d'ailleurs là, parce que... Mais, donc, il faut séparer le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire, et je crois que ce n'est pas la peine de faire du président de la République une fleur sur le gâteau. Il faut séparer cela. Mais donc il faut créer une cour d'appel par région. À partir de là, il faut étendre les juridictions de base. Mais il y a une chose qui est plus importante aussi, c'est que les juges de siège, ils sont quasiment inamovibles. Et ça pose un problème. Ils vont contre certains intérêts, surtout économiques, parce que c'est dans le domaine économique qu'on souffre surtout de la carence de la justice. Parce qu'il y a des décisions qui empêchent certains investisseurs d'investir. J'ai eu à régler au niveau de la présidence 2 questions, 3 questions. Une entre un opérateur économique et la Société Générale. Une entre ExxonMobil et les centres routiers, et une autre, je ne sais plus encore, un truc téléphonique là, des Américains. Alors, je pense qu'il faut, on a commencé les réformes, mais il faut bien les payer et puis faire en sorte que les juges assis soit un peu flexible, soit un peu mobile. Très bien. M. Ouattara, quel est votre plan de réforme de la justice pour la rendre plus proche des citoyens, plus efficace, plus performante? Bien, je suis heureux que mon frère Laurent Gbagbo et moi sommes d'accord qu'il y a des problèmes dans la justice et qu'il faut une réforme. Mais avant d'en arriver là, je voudrais dire que l'élection de 2000, ce n'est pas pour parler du passé, c'est l'avenir qui m'intéresse. La CEI a proclamé, en tout cas le général Gueye s'est proclamé le matin, élu, et Laurent Gbagbo s'est proclamé l'après-midi. Non, si. Puis à la radio, nous t'avons vu, tu l'as dit, et c'est après cela qu'il y a eu donc le président de la commission est allé refaire des décomptes, etc. C'est du passé. Moi, ce que je retiens, vous savez, dans chaque chose qui s'est passée dans notre pays, nous devons en tirer une leçon. Alors, la leçon de cette chose, c'est que cette fois-ci, nous fassions pleinement confiance à la commission électorale indépendante. Que le résultat que la commission va annoncer soit accepté par tous. En tout cas, moi, je l'accepterai.
Et je souhaite que Laurent Gbagbo dise également par avance qu'il acceptera la décision de la commission électorale indépendante. À partir de là, il n'y a plus de tension, même si des gens s'amusent à faire des SMS, à appeler, à faire des déclarations ici et là, ça n'a plus aucune importance parce que nous savons que nous avons une institution respectée, une institution consensuelle qui donne les résultats et c'est à cela que nous devons nous en tenir et nous devons d'ailleurs tous les deux l'encourager à ce que ça se fasse dans les 24 heures. C'est possible dans les 24 à 48 heures, c'est possible d'avoir des résultats. Donc dès lundi, nous ayons ne serait-ce que des résultats préliminaires avant les résultats provisoires. Donc c'est la leçon que je retiens de ce qui s'est passé en 2000. Maintenant, par rapport... 10 secondes pour répondre à la question. 1 minute 10, c'est facile parce que moi j'ai déjà rencontré le monde judiciaire. Je leur ai dit qu'il y avait des dysfonctionnements, il y avait des lenteurs, il y avait de la corruption et qu'il fallait nécessairement faire une réforme importante de la justice. Et je leur ai dit que la justice, pour être crédible, doit être efficace et impartiale. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour les citoyens, pour obtenir un acte de justice, il faut payer. Les retards sont considérables. Ça ne marche pas. Il faut éliminer tous ces margouillards qui rôdent autour des palais de la justice pour essayer de régler des problèmes. Et j'ai l'ambition de construire une grande école de magistrature. Et c'est dans mon programme. 10 milliards de francs CFA, parce que je crois que ça permettra de former et de mieux former les magistrats. Et je promets que dans le budget de l'État, je vais augmenter la part de la justice de 2 à 3%. Parce qu'il y a les questions d'hommes, mais il y a également les questions d'infrastructure. Il faut adresser les deux questions pour être sûr de mettre en route une bonne réforme de la justice. Très bien, c'est fini sur cette question. Alors j'aimerais qu'on parle de l'aménagement du territoire, la coordination du territoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 19 régions, c'est 58 départements, 2 districts, Abidjan et Yamoussoukro, 229 sous-préfectures, 197 communes et plus de 9 villages. Récemment, 10 nouveaux départements ont été créés, 55 nouvelles sous-préfectures et 520 nouvelles communes. Alors, quelle suite allez-vous donner à cette politique d'aménagement du territoire et quels moyens pour que ce soit plus efficace dans l'action? D'abord, M. Ouattara. Oui, je vous remercie. D'abord, je dois dire très franchement que je ne suis pas d'accord avec la politique de décentralisation de Laurent Gbagbo. Je trouve que ça a été fait à la va-vite. Il y a eu des créations de sous-préfectures, de départements ici et là, de régions, qui, à mon sens, n'ont pas le poids d'une véritable région. Ceci étant, il faut une décentralisation. Mais vous savez, la décentralisation est une question tellement sensible parce que c'est organiser la manière de gérer le pouvoir local, le pouvoir départemental. Et pour ce faire, il faut une loi. Donc, dans mon programme, ce que j'envisage de faire, c'est de refaire un découpage du pays en régions, en départements et ainsi de suite, et en communes. Avoir des milliers de communes, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine parce qu'il faut avoir les moyens. On est tous d'accord qu'il faut rapprocher le plus possible les citoyens de la gouvernance. Mais on ne peut pas le faire à n'importe quel coût parce que ça coûte de l'argent. Alors moi, je vais proposer une loi à l'Assemblée nationale après une étude sérieuse de ce qui a été fait ces 10 dernières années pour que ce soit l'Assemblée nationale qui, comme ils l'ont fait pour le nombre de députés, que ce soit l'Assemblée nationale qui arrête le nombre de régions, le nombre de départements, le nombre de sous-préfectures, etc., et de communes, pardon, pour que nous n'ayons plus cette idée que quand le chef de l'État va en visite officielle quelque part, les gens disent « Ah, on veut une sous-préfecture ». On dit « Bon, vous avez une sous-préfecture ». Alors, quand il est quelque part, on dit « Ah, nous, à côté, ils ont eu un département, nous, on n'en a pas eu, donc on vous donne un département ». Je comprends l'acte politique, mais il faut que ce soit maintenant organisé et que les citoyens de ce pays se disent « Le traitement est par la loi, est applicable à nous tous ». Alors, au-delà maintenant des textes, il faut trouver les questions essentielles, qui sont les questions de ressources de ces régions et de ces départements. Ce problème n'a pas été traité encore. Moi, j'ai l'ambition de revoir la fiscalité globale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit décentralisée,
pour qu'une bonne part, une part substantielle des ressources puisse être levée directement à ce niveau-là. Et en troisième lieu, il y a la question des infrastructures. Il faut tout de même régler ces problèmes d'infrastructure avant de commencer à nommer des sous-préfets et des préfets. Si vous nommez un sous-préfet qui n'a pas de voiture et qu'il est obligé de prendre le bus ou de se faire transporter par un citoyen, j'en ai vu même qu'il était à Mobilette quand j'ai fait mes tournées, il n'a plus la force de l'autorité de l'État. Donc voici quelques suggestions que j'envisage de faire, mais c'est une loi qui va régler ce problème pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Merci. Mais on va finir définitivement avec les élections de 2000. Parce que le Premier ministre a dit une chose qui n'est pas vraie. Il a dit que le président Gueye s'est proclamé élu le matin et moi je me suis proclamé élu l'après-midi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le général Gueye s'est proclamé élu et les gens sont descendus dans la rue. J'ai lancé un appel à ce qu'on descende dans la rue et lui-même, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Vous savez que ce n'est pas moi. Non, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Il a dit que le pouvoir était dans la rue. Donc on était tous dans la rue. On était tous dans la rue. Donc là-dessus, si je tiens à ce que la lumière soit faite, c'est pour que nous puissions en tirer des leçons pour les élections que nous vivons aujourd'hui. Je suis heureux de l'entendre dire que nous allons tous nous plier aux décisions que la CEI va dire. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais en 2000, les résultats proclamés par la commission électorale me donnaient gagnant et ça se trouve dans le journal officiel. Et ce sont ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême. Aujourd'hui, nous parlons, mais après cela, nous parlons de la décentralisation. Je suis heureux que tout le monde aujourd'hui accepte ce qu'il n'acceptait pas avant. Mais je n'ai encore créé aucune région. Il dit que j'ai créé des régions comme ça. Je n'ai encore créé aucune région. Les régions, les propositions de création des régions sont sur ma table. Tout le monde peut aller à la présidence et rentrer, voir que sur le grand bureau, j'ai mis les cartes pour mieux visualiser. Ils sont sur la table. Je n'ai encore créé aucune région. J'ai créé des départements. Parce que dans des localités, les routes sont tellement mauvaises que les gens ont de la peine à arriver à la préfecture pour faire même des dossiers. Tenez, chez vous, dans la région d'Abangourou, quand j'ai créé le département de Bétier, ce n'était pas pour faire plaisir à quelqu'un de Bétier, mais c'est parce que manifestement les gens de Bétier n'avaient pas le moyen d'aller ou à Azopé, ou à Abangourou, ou de descendre sur Aboissou. Il fallait faire quelque chose, donc il fallait leur donner une entité administrative pour que les papiers soient faits. C'est pour ça que nous créons les départements. Mais les régions, nous ne l'avons pas encore fait. Et puis naturellement, il faudrait faire, il en a dit un mot, mais pas assez, la fiscalité régionale. Oui, il faudrait faire la fiscalité régionale, mais j'en parlerai tout à l'heure si vous m'en donnez l'occasion. Nous allons... Très bien. Alors, vous avez la parole, vous la gardez, M. Laurent Gbagbo. On va parler du chômage. Oui. Le taux de chômage, il est de 19% sur le plan général, sur le plan national. Quelle réponse appropriée au problème de l'emploi et surtout à l'emploi des jeunes? Vous savez, le problème du chômage n'est pas nouveau. Mais il faut qu'on donne des réponses. Hein. Il faut qu'on réponde pour demain. Mais souvent, j'écoute mes contradicteurs parler comme si le chômage est venu aujourd'hui. Or, dans les années 70 déjà, le président Oufoué avait dû instituer comment dirais-je, une allocation chômage. Et il y a eu des groupes de chômeurs qui sont formés pour toucher cette allocation. C'est ça. Donc le problème du chômage, il est formé et il existe depuis au moins 40 ans en Côte d'Ivoire. Mais il a été aggravé aujourd'hui par la guerre. Il a été aggravé aujourd'hui par la guerre. Et je dirais même, comme Obasanjo l'a dit en 2001,
Travaillons ensemble au niveau de la CEDEAO pour lutter contre le chômage, sinon il y aura des rébellions dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand des jeunes n'ont pas de travail, n'importe quel démagogue peut venir les trouver. Et puis leur dit, je te donne 200 000 francs, prends une Kalachnikov, va faire la guerre à celui-ci, va faire la guerre à celui-là. Donc il faut le prendre à bras le corps. J'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture. Je parle de l'agriculture vivrière. J'ai dit, par exemple, que les jeunes ivoiriens, il y a beaucoup que j'ai aidés, moi aussi, monsieur le Premier ministre, que j'ai aidés, qui sont installés, qui sont aujourd'hui prospères. Et je m'en réjouis. Et je me réjouis que vous l'ayez fait. J'ai lu votre petit livre là, et votre livre d'entretien, je me réjouis que vous l'ayez fait. Mais, par exemple, les ignames qui sont produites à Bandoukou, à Korogo, à Odiéné, les jeunes Ivoiriens se désintéresser de ces ignames, alors qu'aller les chercher, venir les vendre sur les marchés du centre et du sud, rapporte de l'argent. Il faut le faire. Donc, il faut chercher la rentabilité dans tous les petits domaines. Dans tous les petits domaines, il faut chercher la rentabilité. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Nous avons créé le FNS. Je ne suis pas content parce que je souhaite que ça aille plus rapidement, mais le FNS a quand même créé des centaines de petites entreprises, donc des milliers d'emplois. Hein? Le Fonds national de solidarité, en pleine guerre, nous l'avons créé. En pleine guerre. C'était en 2003 ou en 2004 que nous l'avons créé. Mais donc, quand nous serons dans la paix et que nous aurons la remise de notre dette, nous pourrons faire beaucoup plus. J'ai dit que j'allais créer une banque pour l'emploi. Une banque pour l'emploi. Pour le moment, les banques qui existent, une va être chargée de financer les petites entreprises. Très bien. M. Ouattara, ouais. Quelle réponse appropriée au problème de l'emploi et particulièrement celui des jeunes? Oui. Non, je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Laurent Gbagbo concernant le fait que dans soi économiste ne soit pas quelque chose d'important ou d'essentiel pour exercer la fonction suprême. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais ce que je voulais dire à mes compatriotes, c'est que la crise que nous vivons aujourd'hui est une crise économique et une crise sociale. Bon, donc vous conviendrez avec moi qu'un médecin généraliste sait très bien si on a un rhume ou quelque chose, mais que s'il faut opérer quelqu'un, il faut un chirurgien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et qu'il faut par conséquent tenir compte de cela. C'est important qu'on adresse de manière vigoureuse les questions économiques, les problèmes économiques que nous rencontrons. Alors, il a également dit que beaucoup de choses s'expliquent par le fait de la guerre. C'est vrai, la crise est douloureuse, elle est difficile, elle a des conséquences terribles pour les familles, mais nous devons nous dire qu'il faut aller au-delà, parce que beaucoup de pays ont été en guerre, mais après se sont reconstruits. Donc, moi je crois qu'il faut vraiment que Laurent Gbagbo dise à ces gens d'arrêter de dire toujours c'est la guerre, c'est la guerre. Ça n'honore même pas le candidat. Parce que ce dont il s'agit, c'est ce qu'on doit faire maintenant et aujourd'hui et pour le plus. L'accord de Signa a été signé, l'accord de Ouaga a été signé depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on est en paix. Moi, je le lui ai dit personnellement. J'apprécie. Alors, donc, ça fait 4 ans. Donc, vraiment, mettons-nous au travail. Essayons d'adresser les problèmes des Ivoiriens et voir comment le faire. Alors, moi, je pense que dans le cadre de trouver des ressources pour relancer l'économie, il y a tout ce que j'ai cité avant, donc que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite, mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 90. Pourquoi en 90 les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire, les salaires des fonctionnaires, alors que ça a été coupé au Cameroun, au Sénégal, un peu partout? C'est parce que j'avais réduit le train de vie de l'État. Et il faut réduire le train de vie de l'État. Et à partir de là, on dégage des ressources
qui permettront de construire des universités, qui permettront de construire des écoles, etc. Et c'est pour cela que dans mon programme, j'ai dit que j'ai prévu 5 universités en 5 ans, j'ai prévu 5 CHU, j'ai prévu de bitumer des centaines de kilomètres de routes, j'ai prévu de renforcer donc certaines routes qui sont totalement abîmées. Je pourrais continuer la liste. Donc nous avons besoin d'un plan ivoirien de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme cela que je vois donc la situation économique. Par un mot sur la dette intérieure qui est de 1555 milliards et la dette extérieure 5357 milliards. Comment apurer la dette qui constitue véritablement des obstacles au développement? Monsieur Laurent Gbagbo. Ah, c'est à moi que vous... Oui, mais sur la dette extérieure, j'ai déjà indiqué. J'ai déjà indiqué. Bon, je ne vais pas polémiquer avec le Premier ministre, parce que j'ai les chiffres au temps où il était là, mais je ne polémiquerai pas, on est assez civilisé comme ça. Je voudrais dire que sur la dette extérieure, j'ai déjà indiqué que nous avons trouvé 6 700 milliards de transferts de dette extérieure et nous avons donc engagé les discussions pour qu'on efface cette dette. On ne l'effacera peut-être pas totalement, mais on nous remettra une bonne partie. On nous remettra. Et je suis vraiment confiant et je compte vraiment dessus. Je compte dessus pour qu'on soit soulagé et que notre argent n'aille plus à l'extérieur, surtout qu'on ne sait pas toujours exactement à quoi ces dettes, ces sommes colossales ont servi. Pour la dette intérieure, nous commençons à rembourser. Évidemment, ceux à qui nous devons crient, et ils ont raison, pour dire qu'on ne va pas assez vite. Mais ça dépend des ressources disponibles. Ça dépend des ressources disponibles. Nous avons déjà commencé à rembourser la dette intérieure et c'est par catégorie professionnelle que nous le faisons. Je voulais dire sur ce fait-là que revenir un peu sur l'emploi. Je voulais revenir sur l'emploi pour dire que... Vous avez encore 1 minute 25 secondes. Oui, je vois bien mon tableau, le tableau que vous m'avez affecté. Sur l'emploi pour dire qu'il est possible de sortir du chômage massif. Parce qu'il y a 4 millions de jeunes qui auraient dû avoir un travail et qui n'en ont pas. Et c'est vraiment la détresse. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers, il y a vraiment une détresse. Donc il faut qu'on attaque vraiment résolument la question du chômage et je suis heureux que le Premier ministre ait dit la même chose que moi sur ce point. Bon, chacun peut aller de sa méthode, hein, ça mais l'essentiel c'est que pour sauver la Côte d'Ivoire de demain, pour que les jeunes Ivoiriens ne soient plus désespérés, il faut qu'on mette vraiment l'accent massivement contre le chômage pour la création des emplois. Et là-dessus, bon, j'ai confiance parce que quand j'écoute les uns et les autres parler, je sais que quel que soit celui qui est élu, je sais que ce sera moi, mais quel que soit celui qui est élu, on fera un effort contre le chômage. Donc, voilà, je veux dire ça. Oui. Le chômage, tel est le point essentiel aujourd'hui pour l'économie. Voilà. Mais je vais dire à Laurent que tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2, à cause de vous. Non, parce que il dit il sera élu. Non, mais, et puis je suis surpris d'ailleurs, je dois te dire que d'habitude on se tutoie, on s'appelle Alassane, Laurent, non, mais et ce soir tu es là, tu dis Monsieur le Premier ministre. Non, mais parce qu'on est dans une émission télévisée. Donc, il faut que les Ivoiriens le sachent, qu'ils sachent que oui, nous n'avons pas de problème. En conclusion, je le dirai. Bon, c'est-à-dire, comme nous sommes dans un débat, il a pour prendre mon temps. Non, remettez son temps. Non, je voudrais dire que nous sommes dans un débat et ce débat, il est un peu solennel. Oui, bien sûr. C'est la première fois que les Ivoiriens voient ça. Donc, je veux lui conserver son caractère solennel. C'est pourquoi. Sinon, dès qu'on sort d'ici, ça n'empêche pas que nous puissions nous appeler comme on s'appelle d'habitude.
pour toute la sincérité que je souhaite que nous ayons à l'endroit de nos compatriotes. Voilà. Donc, pour la dette intérieure, vous savez, la difficulté des économies en panne comme la nôtre ne peut se régler que c'est comme une pompe qu'on relance, vous voyez. Et la dette intérieure, en payant la dette intérieure, on permet aux entreprises d'avoir de l'argent et d'aller donc beaucoup plus vite par rapport à tout ce qui a trait au recrutement, au paiement des fournisseurs et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est une priorité. C'est 1500 milliards de dettes intérieures. Je ne sais pas combien je peux payer en un an, mais certainement il ne faudra pas prendre 5 ans pour payer les 1500 milliards. Dans le programme, nous avons prévu que dès la première année, nous voulons payer au moins un tiers de la dette intérieure. Parce que c'est comme ça qu'on relance. Je vais trouver les leviers qu'il faut pour relancer l'économie dès l'année prochaine. Et ainsi, nous allons pouvoir, à la fin de l'année 2011 ou en 2012, voir qu'une économie qui a une croissance de 6 à 8% ou plus et qui permet d'absorber le chômage et créer des emplois pour tout le monde. Maintenant, pour la dette extérieure, je crois qu'on en a parlé, mais je voudrais aussi signaler tout de même que s'endetter n'est pas un crime. Vous savez, c'est normal qu'un État s'endette. Tout dépend de la proportion dans laquelle on s'endette. Exactement. C'est ça la question de fond. Nous nous sommes endettés, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, mais il y a des choses en contrepartie. On a des routes, on a des autoroutes, on a tout de même la construction de Yamoussoukro. On a certains pays, il y a 20 ans, qui avaient une infrastructure des meilleures dans toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Donc s'endetter n'est pas quelque chose qu'il faut interdire. Moi, j'ai l'ambition, non seulement après qu'on ait réglé ce problème de la dette extérieure, les 6 000 milliards, bon, avec le PPTE, ça va se régler en un an ou deux, mais je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Vous voyez le Ghana, qui était derrière nous il y a 10 ans, l'année prochaine, le Ghana sera classifié par la Banque africaine de développement comme étant un pays émergent. Alors mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire en 5 ans un pays émergent qui peut aller sur les marchés de capitaux, emprunter à moyen, à court terme, pour pouvoir donc consacrer cela au paiement de la dette intérieure, mais également à la relance de l'économie. Alors, nous allons aborder maintenant le 4e et avant-dernier chapitre de cette émission.